Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission. RDC Environnement, comme vous le savez, c'est votre magazine des questions environnementales et du développement durable, une production de l'agence Galaxy Media. Nous nous sommes déplacés aujourd'hui pour arriver au groupe de travail Climat Raid de Rénové pour en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé en 2020 en termes d'action, de réalisation, mais aussi faire des projections pour cette année nouvelle 2021 qui vient de commencer. On va devoir passer également en revue les quelques actualités qui ont intéressé le groupe de travail Climat Raid de Rénové en 2020, tant sur le plan national que sur le plan international. Et pour cela, nous sommes sur ce plateau avec le coordonnateur national du groupe de travail Climat Raid de Rénové. Il s'agit bien sûr de Guy Kajemba. Guy Kajemba, bonjour. Bonjour Rufin. Bon, bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Comment vous allez? Non, ça va, à merveille, très bien. Alors, 2021, nous y sommes déjà. Comme nous l'avions dit tantôt, on va devoir passer un peu en revue l'actualité au niveau national et international sur le plan environnemental, mais aussi passer un peu en revue les activités telles qu'elles se sont déroulées au niveau du GTCRR. Alors, première question, comment se porte le groupe de travail Climat Raid Rénové? Le GTCRR se porte très bien, à merveille. Nous avons plein d'énergie. Nous venons de commencer une nouvelle année avec toute l'équipe, avec toutes les coordinations provinciales, avec tous les experts. Je pense que nous allons bien. Évidemment, on a eu des petits moments difficiles. Et nous allons aussi un peu regretter quelques personnes qui nous ont quittés pendant cette année-là. Mais sinon, nous venons de commencer une année avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'énergie. Et nous espérons qu'on aura une année différente de l'année passée parce qu'elle a été elle est ponctuée par des éléments comme les questions de Covid qui nous ont un peu mis à mal j'espère que cette année ça va s'améliorer pour que nous puissions travailler en pleine énergie, en plein temps et avoir plus de résultats que l'année passée. Alors 2021, comme vous l'avez dit d'ailleurs, marqué par la pandémie de Covid-19 qui a paralysé un certain nombre d'activités, tant sur le plan national qu'international, et le GTCR n'a pas été épargné, ça c'est certain, mais si on peut passer un peu en revue les quelques activités qui ont été réalisées en 2020 au niveau du groupe de travail Climat Raid Rénové, qu'est-ce qu'on peut retenir de très important et qui a essayé de bouger un peu les lignes sur le plan environnemental au niveau national? Pas mal de choses, hein? Pas mal de choses. Nous avons, que le peu de temps que nous avions eu, nous avons essayé un peu de carburer. Et nous avons travaillé avec beaucoup d'enthousiasme, avec l'appui de beaucoup de nos experts pour faire bouger les lignes. Et il y a eu beaucoup de temps forts, des moments très, très, très intéressants où on a eu des discussions très chaudes, notamment dans des discussions qui concernent le développement de la politique sur l'aménagement du territoire. Et c'était des moments très, 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 très chauds avec beaucoup de discussions. Et tous les plaidoyers apportés autour de ces discussions-là et pendant beaucoup de temps. Et le débat sur les questions de concessions, de 9 concessions qui ont été octroyées, c'était aussi des moments aussi qui ont été très, très pertinents pour nous. Nous avions eu de grandes discussions sur l'amélioration ou les contenus de notre contribution de TVA nationale, le CEDEN. C'était aussi des temps, donc il y a eu beaucoup et en plus il y a toutes les discussions sur la mise en œuvre, sur les programmes qui sont en cours au niveau du terrain, dans les différentes, dans 8 provinces tout au plus, là, avec les programmes intégrés. À part les réformes, donc nous avions beaucoup de travail avec les amis avec les équipes qui travaillaient sur les réformes au niveau du gouvernement. Et à part ça, il y avait un travail de suivi, de proximité, des programmes intégrés RAID qui sont développés dans beaucoup de provinces, notamment où nous avons été. Nous avons fait de longs voyages périlleux et très compliqués pour un peu aller voir et palper du doigt les réalités de ces programmes qui sont mis en œuvre dans le cadre de la RAID. Donc, disons que c'était très, très surchargé. Dans peu de temps, on a fait beaucoup de choses. Il y a aussi, entre autres, aussi des discussions au niveau national et international sur le niveau de référence, par exemple, où notre pays est en train de revoir un peu ce qu'elle a posé à la CNUC. Et là, on a eu beaucoup de discussions en virtuel sur les efforts que la RDC fait pour essayer un peu de remonter son niveau de référence.
Et que donc il y a eu beaucoup d'enjeux. La politique forestière nationale, où on a eu des discussions avec les ministères du développement par rapport à son lancement. Des échanges qu'on a eu aussi avec les agences qui sont l'agence comme l'agence française de développement qui doit travailler sur le programme de gestion durable des forêts, un programme très important et crucial pour nous. Et que donc, il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu la création, et nous avons été en contact avec le nouveau dirigeant de l'Agence congolaise de la transition écologique. Il y a eu aussi, nous avons aussi trouvé une occasion aujourd'hui pour entrer en contact avec l'inspection générale des finances qui s'est intéressée aussi au travail que nous faisons par rapport à toutes les questions qui concernent les recettes dans des questions environnementales au niveau de... Donc il y a eu beaucoup d'enjeux, beaucoup de travail qu'on a fait à ce niveau-là. Alors on vous a vu quand même actif, s'il faut le dire ainsi, sur le terrain aussi, dans les questions par exemple d'exploitation illégale de nos ressources naturelles et particulièrement du bois. On vous a vu au niveau des postes frontaliers comme au niveau du fleuve par exemple ou dans les ports avec l'exploitation illégale du bois, de grumes des bois. Quelle a été la contribution en fait du groupe de travail climat dans ces actions-là? C'est vrai qu'on concordé avec d'autres structures, mais la contribution particulière du GTCRR. Oui, c'est l'encouragement, c'est l'appui, c'est le soutien. Nous avions des groupes thématiques ici qui réfléchissent régulièrement pour les plaidoyer. Oui. Et nous avions eu au total cette année, c'est vraiment une exception, plus de 9 ou 7 audiences avec l'actuel ministre de l'Environnement. Ça n'a jamais eu lieu au niveau de la société civile. Et nous avions eu à suivre de très près l'évolution des efforts qui sont en train de consentir à ce niveau-là. Et grâce à nos observations indépendantes, mandatées et non mandatées, donc nous avons des experts qui travaillent notamment à la RENOI. Et la RENOI, c'est le réseau national d'observation indépendante. Nous avions aussi le CNCIB pour l'exploitation industrielle de bois. Avec ces structures, nous avons pu monitorer tout ce qui s'est passé au niveau des postes frontaliers par rapport au trafic de bois. Et notre rapport, c'était effectivement de rassembler des informations, de les documenter et d'en construire des débats de plaidoyer pour voir les autorités, les encourager ou les informer par rapport à certaines défaillances qu'on constate. Et il faut dire qu'à un moment, ça n'a pas été plus possible avec toutes les mesures Covid qui ont été prises, avec le couvre-feu qui est en cours. Donc on se demande ce qui se passe la nuit. Ouais, ce sont des questions où on perd un peu de lucidité dans le suivi de ces éléments. Alors, dans les questions par exemple de la gestion forestière, M. Guy, le pays devra être doté, en tout cas, c'était prévu jusqu'en décembre 2020, d'une politique nationale forestière, mais certainement avec toutes les restrictions qu'il y a eu par rapport à la pandémie. Comment voyez-vous l'issue et l'importance même que nos forêts soient dotées d'une politique nationale? Oui, c'est curieux qu'on ait un pays qui n'a pas, un grand pays comme la RDC, le troisième poumon mondial, ou le deuxième aujourd'hui, qui n'est pas en mesure, qui n'a pas une politique forestière. C'était curieux, c'est surprenant évidemment, mais nous pensons que c'est important, que c'est un enjeu important et que la République doit se doter de cette politique-là. Alors la question qui se pose, c'est la question de faire une politique, pas à la hussarde, pas une politique construite comme si on faisait quelque chose dans un laboratoire, comme si on écrivait une lettre, mais une politique écrite sur base de réalités vécues ou documentées sur le terrain. Et que donc nous pensons qu'il faut de l'État. C'est là où peut-être on est un peu en désaccord un peu avec l'autorité qui tient à des délais très rapprochés pour avoir la politique. Et nous pensons qu'il faudrait que le ministère ait suffisamment de ressources et de moyens
pour que la politique soit une politique consensuelle, construite sur des bases solides, sur des bases avec les apports des inputs de province. Parce que nous n'avons pas de forêt ici à Kinshasa, on ne doit pas continuer à spéculer ici, à écrire des documents. Il faut les confronter. Il faut intéresser vraiment ceux qui sont sur le terrain, faire des consultations, voir un peu les réalités, comment ça se passe dans les différentes provinces. Et à ce niveau-là, nous serons sûrs qu'on a une politique qui est solide, qui est robuste et qui peut vraiment aider à ce que nous puissions gouverner de manière un peu plus solide les questions forestières. Alors, ces questions forestières, exactement, avec le code forestier, il y a certains qui pensent que le code forestier n'est pas un code de gestion forestière, mais plutôt un code d'exploitation, parce que là, on ne parle que de l'exploitation forestière. Est-ce qu'au niveau du groupe de travail climat de rénover, cet aspect est considéré comme tel ou c'est réellement un code de gestion forestière? Ce code, il a 10 ans. 10 ans après, il y a beaucoup de réalités qui interviennent. Oui. Il y a beaucoup d'avancées, il y a toutes les discussions, il y a beaucoup d'expertises qui sont ajoutées. Et notre pays est allé dans d'autres engagements, notamment les accords de Paris. Oui. Et donc, le code, pour nous, le code est devenu un peu dépassé. Et nous pensons nous sommes en train de penser qu'il doit être absolument révisé. Évidemment, sa révision ne peut pas venir avant qu'il y ait la politique. Parce que c'est la politique qui va donner des grandes orientations. Et que donc, nous pensons que nous sommes, au niveau du GTCR, bientôt, d'ici le mois de février, on aura un atelier national où on va publier, on va disposer du public nos idées, les idées phares que nous estimons importantes à intégrer dans le code forestier. Parce que nous y avons travaillé durant toute l'année avec l'accompagnement de nos amis de EFI, European Forest International Investment. Et avec eux, nous avons pu développer avec les experts de la société civile un certain nombre de questions sur lesquelles nous pensons que nous pouvons donner comme contribution pour enrichir, pour discuter le code forestier au moment venu. Et que donc, c'est là un peu l'enjeu. Et voilà, donc, nous pensons qu'il faut l'adapter, il faut le contextualiser, il faut qu'il soit un code qui répond à la grandeur, à la dimension de nos engagements nationaux et internationaux. Et donc, il doit être plus robuste que celui-là, parce que ça fait 10 ans qu'on l'a validé. 10 ans après, il y a tout un ensemble de processus qui sont... Nous avons la stratégie nationale RED, nous avons un plan d'investissement, nous avons d'autres... Nous avons des données sur la biodiversité et tout ça. Tous ces éléments devront intégrer ce code-là. Alors, justement, le code il date de 2002. Donc, en 2022, ça fera 20 ans. Et pourtant, le code n'est toujours pas révisé. Alors, l'actualité au niveau national, M. Guy a également été marqué par la création, on l'avait dit tantôt, de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Comment est-ce que vous, au niveau du GTCR, vous avez accueilli cette nouvelle? Oui, nous pensons qu'on ne peut pas... Bon, c'est bon que d'abord les outils, les structures qui existent puissent fonctionner. Nous avons un sérieux problème avec notre État, où on a des agents, déjà les agents qui sont sur le terrain, qui travaillent au ministère de l'Environnement ont des problèmes pour avoir des rémunérations et des ressources suffisantes pour faire leur travail. Les brigades qui ont été mises sur place posent des problèmes pour être sur le terrain. Nous pensons qu'il faut des analyses approfondies pour mettre en place ce genre des agences. Nous saluons cette agence, nous pensons qu'il va amener un plus, mais nous aurions pensé qu'il fallait quelque chose d'en phase, quelque chose qui va ensemble pour essayer un peu de comprendre un peu comment est-ce qu'on va mutualiser les efforts pour que le travail puisse se passer. Et nous sommes dans la discussion avec l'agence en soi pour essayer un peu de définir un peu les stratégies qui vont nous permettre afin de travailler de manière un peu plus positive. Certains ont même pensé qu'il fallait d'abord faire un état de lieu des structures existantes, parce qu'il y a par exemple l'Agence congolaise de l'environnement, mais avec la création d'une autre agence, c'est comme si c'est une agence de trop et qu'il fallait d'abord faire un état des lieux de ce qui existe.
Oui, c'est ce que nous disions. Nous sommes en train de dire que l'état de l'aide, ce qui existe, renforcer ce qui existe. Nous avons vraiment des experts de bonne volonté au niveau du ministère de l'Environnement, de la DDD et ailleurs, on a d'autres personnes d'autres agents qui sont un peu déployés partout dans la République comme pour gérer ces questions. Nous avons l'Agence congolaise de l'environnement. Et donc, nous avions pensé que dans la discussion comme ça, il faut un état, des états généraux pour essayer un peu de voir quelles seraient les attributions, comment on peut mettre en œuvre une agence comme celle-là. Et donc, cette discussion n'a pas eu lieu et nous pensons que c'est quand même important que nous fassions un plaidoyer pour qu'on puisse discuter et voir comment est-ce que nous essayons un peu de mutualiser tout ça de manière à être plus efficace et efficiente. Nous osons croire que les portes de toutes ces structures, du ministère, des agences, vous ont été ouvertes en 2020. Oui, le ministère, comme d'habitude, le ministère, nous avons un ministère clé, le ministère de l'Environnement, et nous avons... Vous êtes des partenaires, non? Dire aujourd'hui, et je pense qu'on ne sera pas contredit, on a un ministre qui est ouvert, qui nous a donné tout le temps de passer, chaque fois que nous le voulons, chez lui pour poser des questions. Et après, nous avons les directions sectorielles où nous avons des amis avec qui on a travaillé depuis plus d'une décennie, la DDD. Et donc, nous pensons nous avons des échanges fructueux, bien sûr, mais par moment, il y a des moments où on ne peut pas... L'État, c'est l'État, et la société, c'est la société civile. Donc, nous avons un rôle qui n'est pas leur rôle. Donc notre rôle, c'est vraiment le gardien, le lanceur d'alerte, et que donc, par moment, on est à couteau tiré. Et le ministre l'avait promis qu'il allait travailler avec la société civile environnementale à la prise de ses fonctions. Oui. À la limite, oui, le travail est là, nous travaillons ensemble. Évidemment, comme on dit, on va travailler avec la société civile dans son rôle régalien, d'autres choses, de surveillance, d'alerte. Et que donc, c'est un travail de coopération, un travail respectueux de chacun dans ses engagements. Et à ce niveau-là, est-ce que là, ça marche? Alors, l'autre actualité qui a marqué 2020, M. Guy, c'est cette volonté du chef de l'État de pouvoir aller au-delà de la contribution déterminée au niveau national, en rapport bien sûr avec l'accord de Paris. Il faut ajouter d'autres secteurs de transport dans le cadre de la réduction de nos émissions. Est-ce qu'au niveau du groupe de travail climat rénové, cette information a eu un impact positif ou comment? Nous avons applaudi parce que déjà on le disait, déjà notre contribution était sous-estimée. Oui. Quand on avait posté, nous avons beaucoup regretté pendant qu'on a posté à l'accord de Paris, parce qu'on a confectionné, on l'a préparé à la hâte, et il y a beaucoup des éléments n'ont pas été pris en compte, et c'était sous-estimé. Quand vous voyez les autres contributions nationales des pays comme le Kenya et l'Éthiopie, qui est au-delà des 30 ou 40 milliards, on s'est dit que c'est ça. Donc nous avions déjà ce souci de voir ce CDN. Déjà la COP 25, à la COP 25, nous avions déjà travaillé avec nos partenaires pour demander, pour plaider à ce que notre CDN soit révisé ou révisité. Et donc le chef de l'État, Dieu merci, là, il est entré dans notre esprit, là, nous a accompagnés, nous sommes très contents et je pense que c'est les exercices que nous sommes en train de faire. Et il va passer nécessairement par la révision de notre niveau de référence qui nous doit nous donner des chiffres réels par rapport à ce qu'on a posté, pour que nous puissions effectivement exiger un peu, voir un peu quelle pourrait être régulièrement notre contribution. Et donc au-delà de ça, toute la discussion sur les solutions climatiques naturelles qui intègrent, au-delà de l'agriculture qui impacte sur les forêts, il y a d'autres agricultures, il y a l'agro-industrie. Même si on est critique des parcs agro-industriels, mais à l'avenir, ça doit avoir des impacts sur les émissions. Et que donc, notre souci, c'est vraiment d'encourager que tous ces efforts soient intégrés, notamment les émissions dues à d'autres secteurs qui ne sont pas... Parce que uniquement au départ, on avait l'idée comme si le CDN était en train d'être confectionné sur base de la réduction des émissions dues à la
déforestation. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est important d'élargir le transport, les déchets, tout ce qu'il y a comme l'agriculture en dehors de forêts, tout le reste. Voilà. Alors, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation, bien sûr, c'est en fait votre secteur parce que vous êtes le groupe de travail climat RED rénové. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec ce processus RED? Je crois qu'on avait été un peu plombé. Dieu merci, parce que nous sommes tous la politique, on avait été plombé par les retraits des États-Unis aux accords de Paris. Tout à fait. Mais je crois qu'il y a maintenant un progrès. Je pense que la COP26, on est plombé à deux niveaux, c'est-à-dire d'abord à ce niveau-là et au niveau de la pandémie qui a empêché à ce que les négociations internationales puissent se poursuivre de manière un peu ordinaire. Oui. La COP a même été annulée pour être envoyée en 2021. La COP26 a été annulée et on ne sait pas si elle se va tenir cette année, on n'est pas très sûr. Et que donc c'est à ce niveau-là où on devait faire un état de l'évolution de ce processus. Mais tout ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, il y a un progrès. Le processus serait avancé avec ce qu'on a eu comme... on est tenté de présenter comme les contributions, les CDN, où on va cette fois-ci avoir des financements réels par rapport aux efforts que les pays vont consentir globalement dans l'ensemble de la réduction des émissions. Et que donc, pour la RDC, comme c'est le pays qui était le pays le plus avancé, le plus modèle, nous pouvons affirmer que nous avons déjà un processus qui est en cours avec notre plan d'investissement, avec les premiers financements des CAFI qui ont été mis à disposition durant les 5 ans qui viennent de s'achever. Nous allons produire d'ici là un rapport sur l'ensemble de ces programmes intégrés, et quels sont les points forts, les points faibles, et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Mais au moins, il y a un début de financement pour la première fois qu'on voit des financements qui concernent les réductions des émissions dans les différentes provinces forestières. Voilà, réduction des émissions dans les différentes provinces forestières. Mais, M. Guy, certaines observations vont dans le sens de l'importance que l'on accorde effectivement à ce processus, mais surtout aux retombées que doivent avoir les populations locales, les populations riveraines, ceux qui vivent de et dans la forêt, parce qu'il faut parler de la réduction des émissions qui sont dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Est-ce que ces populations autochtones, ces populations locales peuvent se retrouver réellement à partir de ces processus RED? Dans la construction du processus RED, il y avait un autre modèle qu'on construisait qu'on appelle un programme juridictionnel. Ce programme juridictionnel de Maïndomé était un modèle pour le vente carbone. Le financement aujourd'hui qu'on a, les investissements qu'on a aujourd'hui dans le cadre des programmes RED, sont des financements qui vont permettre à nos communautés d'avoir une culture de la protection des forêts et par conséquent, comment ça s'appelle ça, il y aura une conséquence automatique de réduction des émissions et ces émissions-là seront sur les marchés. Vous voyez? Donc l'idée du programme juridictionnel, c'était effectivement, avec un niveau de référence, de voir un peu la quantité de carbone que Maïndomé séquestre et de le mettre au marché. La Banque mondiale était prête à acheter une partie et l'autre partie pourrait être achetée par d'autres et cet argent devait revenir aux communautés. Et que donc là, nous pensons que dans les programmes que nous sommes en train de développer, que la République est en train de développer avec les fonds FONARED, on est en train d'initier les communautés à apprendre comment, en même temps, ils sont en train de réduire leur pauvreté, en même temps, ils sont en train de contribuer à la régénération des forêts, qui, par conséquent, a une conséquence sur l'accroissement de la quantité de carbone qui est séquestrée. Après, à ce niveau-là, il y a au niveau international des marchés. Et ça, ce sera un travail que nous allons faire plus tard, nous, comme c'est civil, d'accompagner les communautés pour qu'elles puissent poster, qui puissent produire des programmes juridictionnels portés par les autorités administratives locales et en termes de démontrer leur capacité ou les niveaux, leur capacité de séquestrer annuellement le carbone et de voir comment est-ce qu'ils peuvent mettre ça sur le marché et le vendre. Bien que le prix de la tonne de carbone est encore à $5, ce qui est encore minime, mais je crois qu'il y a
Il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il ne faudrait pas... le processus RED, nous l'avons apprécié parce que ce n'est pas de processus de soutien humanitaire où on vient donner aux gens de l'argent. On appelle quoi, des échanges. C'est-à-dire que c'est... on paye les performances. Oui. Hein, on vend, vous vendez votre carbone, vous le séquestrez, on vous paye pour les efforts consentis. Oui. Et ces efforts-là, c'est à ces exercices-là qu'on est en train de soumettre les communautés pour qu'ils puissent faire l'agriculture pas dans des forêts, qu'ils puissent faire dans des savanes, qu'ils puissent apprendre à laisser les forêts se régénérer, à respecter la biodiversité, à tout ça. Évidemment, nous on ne nous apprend pas parce que, comme je l'ai dit dans une réunion hier avec les autochtones, c'est une tradition. Ce n'est pas, nous sommes à 0,20% de déforestation parce que c'est notre culture. Donc nous avons déjà cette trend-là. Il est maintenant ici question de mettre ça, d'avoir des paiements historiques basés sur les efforts dans le passé. Oui, donc il y a également cette politique ou une gestion participative de cette population dans ces questions de RED. Oui, absolument, parce que nous sommes en train ici de parler des émissions de la déforestation. Les forêts, ce sont les gens qui vivent dedans. Oui. Ce n'est pas ici à Kinshasa. Et même si un villageois a décidé de brûler la forêt, il n'y a personne qui va l'arrêter. C'est juste une boîte d'aliments pendant la saison sèche. Donc, pour une fois, c'est un des processus que moi je trouve le plus qui s'adresse beaucoup plus, de plus près aux populations. Et je crois que vous allez voir que beaucoup d'ONG se plaignent. Et les plaintes sont liées au fait qu'on n'a plus la tendance ancienne de commencer à financer des ONG qui prennent une partie de financement pour autre chose et puis après c'est des tôles qui arrivent au village. Ici, c'est les villageois qui sont concernés directement, qui sont acteurs de leur propre développement, qui décident avec un mécanisme de partage de bénéfices, avec des mécanismes de gestion de plaintes et recours, avec des outils qui leur permettent de se rassurer que les efforts, les MRV communautaires, pour savoir un peu qu'est-ce que nous avons déjà comme carbone et qu'est-ce que de quoi nous avons droit. Et avec tout ce qu'il y a comme le paiement services environnementaux, le paiement carbone et non carbone, et je crois que c'est là où on doit arriver. C'est là où on doit arriver. Et ce sont ces incitations financières que nous avons dans le plan d'investissement qui nous permet un peu d'entraîner ou de faire le trading des communautés pour qu'ils arrivent à ce niveau-là. C'est un processus quand même quelque peu compliqué pour les communautés locales à comprendre, pénible et long. Pour que nous arrivions vraiment à ces paiements de services environnementaux. Il y a bien sûr des pays qui bénéficient déjà, c'est comme le Brésil, qui bénéficient des services environnementaux rendus, mais il faut peut-être une diplomatie encore en cette matière, M. Guy. Non, c'est pas aussi compliqué. Je crois qu'il y a des organisations qui ont essayé de manière un peu plus pilote, notamment le WWF. Et d'autres, on a essayé un peu, ce n'est pas aussi compliqué que ça de payer les services environnementaux. L'effort que nous allons faire au niveau du GTCR, c'est pourquoi nous sommes en train de nous étendre le plus possible. Nous avons déjà des coordinations dans beaucoup de provinces. C'est effectivement d'outiller la gouvernance locale sur ces questions-là. Sur des questions et intégrer chaque fois, et je pense que c'est déjà intégré, dans l'ensemble, dans les différents projets qui seront mis en œuvre, cet aspect-là des paiements non carbone, qui sont des paiements, vous avez une petite forêt, on vous rémunère sur la quantité de bois que vous remettez sur le... Donc ce ne sont pas... C'est des choses quand on parle de mots, ça devient compliqué, mais en réalité, c'est très simple pour rémunérer quelqu'un qui fait des efforts pour protéger sa petite forêt, pour protéger ses efforts. Alors, le président de la République l'avait même dit devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès que là où on parle du Congo ou encore de la forêt congolaise, les Congolais doivent y être et il faut que le monde puisse payer en ce qui concerne les efforts fournis par la République démocratique du Congo en termes de services environnementaux. L'autre actualité, M. Guy, coordonnateur du groupe de travail Climat RED Rénové, c'est en fait, nous sommes déjà en 2021, c'est vrai, et au One Planet Summit, le président dit que
la RDC a déjà consacré 14% de son territoire national à la conservation parce que le One Planet Summit 2021 a été consacré à la biodiversité et aujourd'hui il faut aller à 17% et nous sommes à 14%. Est-ce une avancée en termes de conservation? Oui, mais vous savez, conserver pour conserver, non. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats par rapport à cette question de conservation. Déjà, les amis, les autochtones, les 46 LRAM qu'on a tués la fois dernière, en lire entre lignes, c'est une question de foncier. Donc, le débat sur la conservation, c'est un débat sur le foncier en même temps. Donc, c'est avec beaucoup de pincettes qu'il faut évoluer dans cette question-là. Ce sont des engagements qu'on prend au niveau international, mais il faut les prendre de manière à ce qu'on ne puisse pas impacter. On ne peut pas conserver une forêt ou une aire pour le conserver au moment où on s'en fout des communautés qui sont aux environs. Il y a tout un travail qui doit être fait par rapport à l'aménagement du territoire, à l'affectation des terres, qui doit précéder ce genre de discussion. C'est ce que nous nous demandons et c'est là où nous sommes, peut-être on va y arriver, avec le schéma national de l'aménagement du territoire, pour essayer un peu de cartographier exactement ces ambitions-là et voir où est-ce qu'on peut conserver. Mais nous continuons toujours à dire qu'au-delà de la conservation, dans le procédé, quand on laisse une forêt se reconstituer, toute la biodiversité revient, c'est automatique. Et ces forêts-là, ils sont là. Ouais, donc c'est automatique, au-delà de ça, donc il faut voir comment on met les choses ensemble. Vous avez suivi en même temps aussi la mort des éco-gardes. Donc il y a toujours beaucoup d'enjeux liés à ça et quand on réfléchit souvent, on voit que c'est souvent des questions liées au débat foncier. Le débat foncier, au conflit qui persiste entre les aires protégées et les communautés qui vivent autour. Mais l'important aussi, c'est que cette conservation puisse réellement bénéficier aux communautés parce qu'on ne peut pas conserver pour le simple fait de conserver. Absolument. Absolument. Alors, 2021, M. Guy, nous y sommes déjà. De quoi sera fait 2021 au niveau du groupe de travail Climat RED rénové? 2021, c'est une année de grands enjeux. Nous tous nous sommes concentrés sur la COP26. Oui. Aura-t-elle lieu ou n'aura-t-elle pas lieu? Ça, ce n'est pas notre problème. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts parce que nous avons intérêt à ce que nous ayons une contribution déterminée nationale robuste qui est à la hauteur des ambitions et la capacité de la RDC. Et qui pourra, être validé, adopté au niveau de la COP26. 2021 aussi, c'est déjà hier l'engagement du nouveau président des États-Unis de soutenir, de revenir à l'accord de Paris. Donc nous sommes très requinqués. Je pense que cette année sera une année où on aura beaucoup d'évolution dans ces discussions sur le changement climatique. En 2021, pour nous aussi, c'est la nécessité, c'est la projection d'un financement pour poursuivre le processus sur les activités de mise en œuvre de la RED. Et ce financement en route, c'est en train de nous requérir parce qu'en 2021, nous sommes sûrs c'est une période de négociation pour ce financement-là. Et ces financements vont nous permettre un peu plus d'accroître notre présence, d'être plus présents, plus proactifs pour essayer un peu d'accompagner les communautés de manière à ce qu'ils puissent en même temps réduire la pauvreté, en même temps aussi protéger les forêts. Voilà un peu 2021, pourquoi c'est un enjeu important pour nous. 2021 aussi, c'est une année importante pour suivre les investissements, pour s'assurer que les investissements qui ont été engagés dans les années qui sont passées sont en train d'être
d'être protégé et de progresser. Vous savez que l'ensemble, la plupart des fois, vous avez une ONG qui vient, quand il repart, il part avec tout. Vous rentrez là-bas, vous ne trouvez que les pancartes et le reste, il n'y a rien. Et nous, on n'est pas là, on veut s'assurer que tous les investissements qui ont été faits dans les programmes intégrés cette année, en 2021, on va se rassurer que c'est périn, que ça existe, que ça fonctionne, que les circuits de gouvernance sont en place et que les communautés sont en train de vivre paisiblement et d'accompagner le travail de développement. Alors, 2021, M. Guy Kajemba, c'est la 6e année de l'accord de Paris. 5 ans se sont écoulés. L'accord de Paris, on en parle pas. Il y a peut-être des bonnes perspectives avec les retours, comme on le souhaite, des États-Unis dans l'accord. Mais le bilan, s'il faut le faire en 5 ans déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir qui a été fait avec la RDC? Il faut relever la CEDEN. Il faut quel bilan peut-on établir? Oui, nous avons participé à plus de 5 à 6 COP, conférences des États partis. Nous avions comme l'impression que c'était des comment ça s'appelle ça, des vœux pieux. Des réunions, des grandes réunions politiques où on vient, on parle, on prend des engagements et des engagements. Mais concrètement, on n'arrive pas à atterrir pour être concret. Et j'ai suivi Macron aussi le dire dans World Summit, où en fait il faudrait que nous fassions un effort, un plaidoyer pour que ces discussions soient concrétisées par des financements réels sur le terrain. Et que là, c'est notre combat. Déjà, quand on voit les CEDEN, c'est déjà quelque chose, c'est une forme d'un grand programme, d'un grand projet, d'une ambition très grande qui nécessite de moyens colossaux pour essayer un peu de faire avancer. Je crois que c'est ce qu'on peut dire pendant toutes ces années ici. On aurait pu faire ces discussions en 2000 à la COP 25 ou à la COP 26 qui est tentée d'être renvoyée jour après jour, d'une part, et d'autre part aussi le retrait des États-Unis de ces processus qui était un grand contributeur a aussi un peu réduit un peu la marge de manœuvre pour que la COP, la résolution de l'accord de Paris puisse être mise en œuvre. Mais je crois avec la présence que nous avons ici actuelle de Joe Biden, la présence de la COP, qui sera assurée par le Britannique. On espère qu'on aura, dans les discussions qu'on a eu déjà préliminaires la fois dernière au fleuve Congo, on sent qu'il y a quand même des efforts ou de volonté d'avoir des propositions concrètes, c'est-à-dire avec des chiffres, avec des engagements écrits sur papier pour savoir finalement c'est combien de milliards seront mobilisés et pour faire quoi. Voilà, donc ce sont des éléments-là sur lesquels nous pensons que notre plaidoyer va se tourner pour qu'on soit plus pratique, on soit plus réaliste, qu'on ne se limite pas à des discours et des résolutions, des papiers qu'on écrit. On fait un discours, on dit voilà, là, on s'est engagé à faire ceci, les États sont engagés 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis après on se limite. Voilà. Quoi qu'il y a un travail à faire à cette année ici pour notre plaidoyer, pour qu'on soit plus que ces COP-là, qu'il y ait des feuilles de route claires avec des targets de l'objectif précis et des financements bien déterminés. Alors, M. Guy Kajemba, coordonnateur du groupe de travail climat et de rénover, nous allons terminer cette émission, mais quel est aujourd'hui le credo du GTCRR dans les questions environnementales de façon générale? Nous pensons que les questions environnementales sont des questions cruciales pour la vie de toutes les communautés. Nous pensons aussi que leur gestion et leur rationalisation passent nécessairement par la participation active et effective des communautés locales, les peuples autochtones, qui ont déjà démontré des modèles de gestion environnementale empiriques, bien sûr, qui ne sont pas documentés, mais qui ont prouvé que cette capacité existe. Donc notre ambition, c'est de nous déployer le plus loin possible pour que nous puissions atteindre les communautés dans leur terroir milieu naturel et de les faire parvenir le message qui est en train de distiller au niveau international par rapport et remonter ce message-là à notre niveau, au niveau international pour démontrer qu'ils comprennent, qu'ils participent et qu'ils prennent l'engagement de contribuer
à la protection de l'humanité ensemble avec les efforts qui sont consentis en dehors de ça. C'est ça notre engagement pour cette année. Les questions environnementales se sont inscrites au cœur de débats politiques, économiques, culturels avec des enjeux considérables. Et ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de prendre conscience parce que cette planète Terre que nous avons, c'est la seule que nous avons. Et si nous la brûlons, nous allons tous brûler. Madame, Monsieur, merci de nous avoir reçus chez vous dans le cadre de cette émission RDC Environnement. Merci également à Guy Kajemba, merci, coordonnateur du groupe de travail Climat et Rénové. Merci à vous, Madame, Monsieur. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Landrine Niangui, Aristote Mokoko, Guilhem Zembe de Gonzac et à tous les autres héros dans l'ombre. Je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir, pour d'autres questions environnementales et du développement durable, que ce soit pour la République démocratique du Congo, notre pays, et d'ailleurs à travers le monde, parce qu'aujourd'hui, le monde n'est qu'un village planétaire. Au revoir et à très bientôt pour d'autres informations. Bye bye.